Nous savons maintenant que une très grande majorité, probablement 80% de ces enfants dysphoriques, se retrouvent après l'adolescence homosexuels. 80%, il ne faut pas y toucher parce que ce sont simplement des gays et des lesbiennes qui ne comprennent pas ce qu'ils sont, qui ne s'assument pas, qui sont mal dans leur peau avant de comprendre que c'est un problème d'orientation et pas un problème d'identité. Repère avec Louis-André Richard. Claude Habib et la tolérance à l'heure de la question trans. La professeure Claude Habib a récemment écrit 2 essais captivants. Le premier interroge l'idée de tolérance au sein de nos démocraties actuelles. Le second, pour sa part, traite de la question trans. Avec beaucoup de sensibilité et d'intelligence, elle enquête sur les frontières du tolérable dans nos environnements politiques où on se plaît à déjouer les repères traditionnellement posés par la nature. Quelles sont les bornes à reconnaître, à renouveler et à tolérer pour assurer une vie politique digne de ce nom? Je propose un entretien où Claude Habib saura nous guider au cœur d'une réflexion fructueuse. Cet épisode a rencontré des problèmes techniques affectant la qualité du son, mais nullement la qualité des échanges. Bonne écoute. Bienvenue, Claude Habib. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de cette invitation. Alors, écoutez, je vais vous poser une question générale et puis après ça, on verra où ça nous mène, mais je me disais, en mettant ensemble les 2 préoccupations de la tolérance et de cette nouvelle façon de voir les rapports humains avec la question trans, comment se pose aujourd'hui la question de la tolérance à l'heure de l'effacement des repères? Un peu la question générale que je voulais vous poser. À l'intérieur de ça, en réfléchissant à ce que vous aviez écrit sur la tolérance, j'avais le goût de mettre ensemble 3 thèmes que vous avez dans ce livre-là, au point de départ, distingués comme 3 interdits fondamentaux pour que la tolérance, pour que la vie en société se déroule bien. Il fallait absolument respecter la liberté de conscience, l'égalité des sexes et le refus de l'antisémitisme, qui sont, vous me corrigerez si je me trompe, 3 variations sur la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Je me suis permis d'interpréter comme un effort de fraternité le refus de l'antisémitisme. Alors, je me disais, il y a des problématiques rattachées à ces 3 interdits que vous avez soulevés. Pour la liberté de conscience, de plus en plus, on voit des législations à travers le monde, c'est le cas au Québec, où à la liberté de conscience, on objecte l'objection de conscience. Je pense ici à une situation très concrète. Les médecins qui sont appelés à pratiquer l'euthanasie réclament la possibilité de ne pas être obligés de le faire et de plus en plus, on met un peu des bâtons dans les roues en les obligeant d'une certaine façon, en les menaçant de perdre leur emploi et tout. Je trouvais qu'il y avait là matière à vous faire parler un petit peu sur cette question de la liberté de conscience et des freins ou des manières de l'encadrer. Ah, j'y avais pas du tout pensé, mais oui, vous avez raison, c'est intéressant. La question se posait pour l'avortement aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Où vous aviez la même chose, une partie du corps médical ne se sentant pas de faire ce geste. Moi, je crois qu'il faut absolument respecter ces objections de conscience qui sont très importantes puisque tu ne tueras point est vraiment quelque chose qui, dans le domaine médical, a un sens beaucoup plus important que pour tout le monde. Hein. Tu ne nuiras point, c'est le serment d'Hippocrate. Donc, je crois qu'il est important que les législations, quelles qu'elles soient, le respectent et qu'on se débrouille pour avoir assez de médecins pour appliquer les lois, mais qu'on respecte l'objection de ceux qui ne peuvent pas se sentir en paix avec eux-mêmes dans ces nouvelles missions. Et comment vous percevez, parce que pour moi c'est un phénomène dont le monde médical est une représentation éloquente, mais un phénomène dans lequel, au nom de la tolérance ou du respect de tous les citoyens, on vient menacer, je dirais, l'autonomie décisionnelle, dans ce cas-ci des médecins, par rapport au climat social en général, sur cette idée de la tolérance des idées des uns et des autres. Est-ce que vous trouvez que les choses ont changé ou... De toute façon, là, c'est une question de législation. C'est-à-dire que quand la loi autorise quelque chose qui va contre votre conscience, pour l'avortement, c'est la même chose, dans la mesure où certains, on voit bien le conflit de valeurs entre ceux et celles qui voient
liberté de la femme, la propriété de son propre corps, et ceux qui voient l'éventuelle souffrance du fœtus. On voit bien qu'il faut trouver un passage entre ces deux positions et que la loi met, je pense, à 3 mois ou à 5 mois ou quelque part une limite. À partir du moment où il y a la loi, je pense qu'on ne peut plus parler de tolérance. La loi est la loi et nous y obéissons. Mais pour ce qui est de l'exécution, je trouve qu'il faut qu'il y ait une latitude. On ne peut pas forcer les gens à avoir un métier qui change à ce point-là, sans se déshumaniser. Enfin, je veux dire, c'est une manière de dénaturer le métier qui ne peut pas être obligatoire. Voilà. Et au nom de quoi? Au nom du métier lui-même? Au nom de l'idée que ça met à mal le rapport à l'interdit, en fait. Que ça met à mal l'engagement de toute une vocation. Une vocation avait un sens. Ouais. Moi, j'ai rencontré des médecins qui disaient qu'ils ne voulaient pas que les malades aient peur d'eux quand ils entrent dans la pièce. C'est tout à fait respectable. Et on voit d'autres médecins qui disent qu'ils veulent soulager, qu'ils ne supportent pas d'avoir un rôle répressif par rapport à un désir de mort qui serait exprimé de manière répétée. Donc bon, vous avez une diversité chez les médecins et je crois qu'il faut donner une latitude. Oui, alors c'est le lieu de la tolérance, en fait, en dehors du cadre de la loi, dans la pratique, de trouver la manière de respecter. Je crois. Oui. Je crois. Et vous trouvez que c'est possible? Est-ce que les choses ont changé? De l'avortement à l'euthanasie, on est devant le même problème. Est-ce que les mœurs ont changé, vous croyez? La tolérance est restée la même ou... Sur ces deux questions, étant donné que c'est forcément oui ou non et que c'est frontal, vous avez forcément un antagonisme qui se développe, une politisation qui se développe et qui ne permet pas une approche nuancée. Là, on est pour ou contre. Donc, la tolérance, elle est peu à sa place dans des moments. Il n'y a pas assez de zones grises. Il n'y a pas assez de zones grises. Très bien. L'autre point que je voulais aborder avec vous, ça concerne l'égalité des sexes et je voulais lier ça avec la question trans et la question féminine, la place de la femme. L'égalité des sexes permet le respect des hommes et des femmes, les mêmes droits. Est-ce que, d'après vous, dans les années où on est inscrit, après avoir réfléchi à la question trans, ça a modifié l'approche, la manière de concevoir la liberté entre les hommes et les femmes, le fait qu'on ait une offre où on efface les caractères sexués? C'est ce qui gêne une part des féministes, c'est que à partir du moment où vous ne pouvez plus définir le mot femme de façon évidente, bien lutter pour des droits, ça n'a plus de sens. J'ai vu que il y avait un humoriste trans qui veut être élu comme Member of Parliament en Angleterre, mais sur une liste réservée aux femmes. Ah oui. Donc vous vous retrouvez avec des dispositifs spécialement destinés à soutenir les femmes, puisque leur carrière est défavorisée de diverses façons. Elles ont des enfants, elles ont des retards de carrière. Donc on met des dispositifs pour compenser, et des hommes qui n'ont pas eu les mêmes... des avantages. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Les mêmes obstacles à franchir. Les mêmes obstacles arrivent et sont promus femmes de l'année ou ont des awards. Bon. Donc, il y a dans ce surgissement des trans femmes quelque chose d'abusif qui va parfois avec de la misogynie, une misogynie qui avait à peu près disparu de l'espace public. Enfin, je pense qu'elle existait encore de manière souterraine ou sous-jacente, mais dans les journaux, dans les télévisions, on ne le voyait plus, alors que là, soudain, vous avez des expressions extrêmement brutales de la part de femmes trans militantes contre qu'elles appellent des TERF, donc Trans Exclusionary Radical Feminist, parce que elles s'attendaient à être incluses avec douceur et de manière aimante et maternelle. Or, on a des objections en face. Ce qui me semble, c'est que il y a une confusion générale entre genre et sexe, et l'idée
d'un continuum, qui est une idée folle d'un point de vue scientifique, qu'il y aurait un continuum qu'on serait entre les hommes et les femmes, avec toutes les nuances de l'arc-en-ciel de ce drapeau LGBT, et que les gens auraient à choisir où ils se situent dans ce continuum. Il n'y a pas de continuum, il y a deux sexes, c'est quelque chose d'aussi simple que notre statut de vivant, où nous naissons, nous croissons. Oui. C'est ce qui est donné. Et nous mourons, c'est le donné, et ce donné est pris comme une injustice sociale, comme une sorte d'imposition fasciste de la société sur l'individu. C'est pas une imposition fasciste, c'est un donné naturel. Alors, il y a dans les jeunes que j'ai pu croiser quelque chose d'une identification à cette cause LGBT comme cause démocratique, cause de leur génération. Une cousine me disait que sa fille était allée à la manifestation LGBT. Alors je demande, ah bon, elle est lesbienne? Ah mais non, pas du tout. Alors pourquoi elle y est? Eh bien parce que c'est très fun et parce que tout le monde y est. Alors ce tout le monde y est, vous voyez, tout le monde s'engouffre dans cette perspective. Tout le monde pense qu'il doit d'abord s'interroger sur son identité, s'interroger sur son genre, ce qui, à mon avis, est un peu une perte de temps. Je trouve qu'il y a des choses plus urgentes à faire quand on est jeune, plus rentables surtout à faire. Mais cette interrogation prend toute la place, et si on est sceptique, comme je tends à l'être, parce que je continue à... C'est pas que je crois, c'est que je sais qu'il y a deux sexes, on apparaît comme archaïque, répressif, etc. Vous avez, touchant à cette question plus précise, répertorié dans vos recherches un nombre assez impressionnant de jeunes femmes qui veulent devenir hommes, à la faveur inverse d'hommes qui veulent devenir femmes, des adolescents qui veulent faire la transformation. Il y a plus de filles qui... Ça, c'est le grand basculement de ces dernières années. Il est très impressionnant. On est dans des chiffres comme entre les 2/3 et les 3/4 de filles qui veulent devenir garçons, ou en tout cas, il faudrait être moins tranché, qui ne veulent pas être filles. Et il y a une médecin française, je crois qu'elle est gynécologue, Nicolas Théa, qui dit on ne devrait pas parler de dysphorie de genre, mais de dysphorie pubertaire. C'est-à-dire qu'au moment de la puberté, il y a un tel écœurement devant ces changements, les poils, le sang, un tel dégoût et aussi une telle peur de la féminité comme une chose inaccessible. Au fond, la féminité, c'est des talons aiguilles, des fossiles, des trucs auxquels une petite fille qui sort à peine a le sentiment qu'elle ne parviendra pas. Enfin, alors, ça conjugue les transformations pénibles physiques et aussi l'image, une certaine image du statut. Et aussi une image Barbie, une image auquel on pense qu'on ne pourra pas atteindre, qu'on n'en veut pas non plus. Donc c'est quelque chose entre l'incapacité et le rejet, mais qui se sent Marilyn Monroe même Marilyn Monroe ne devait pas se sentir Marilyn Monroe 24 heures sur 24. Je veux dire absolument, que oui. ce comble de la féminité qui effectivement nous est mis sous le nez par la publicité en permanence, eh bien crée des difficultés pour les adolescentes. Et avant, les difficultés, c'était l'anorexie, et maintenant, ça tend à devenir oh ben si c'est ça, j'en veux pas. Hein, j'en suis incapable et j'en veux pas. Donc oui, vous avez ce basculement qui a l'air, c'était le titre d'Abigail Schreier, on fait des dommages irréversibles, mais qui a l'air d'une contagion, qui a l'air vraiment d'une contagion sociale, permise, poussée par Internet et bénie par l'activisme trans, qui est quelque chose de toxique. Maintenant, on commence à se rendre compte que c'est quelque chose de dangereux. Comment vous voyez un peu l'avenir par rapport à ces théories-là? On en a pour longtemps, ça va être... Non? Là, je suis vraiment optimiste parce que les choses bougent assez rapidement. C'est-à-dire que pour le sport féminin, je crois que là, on commence à comprendre. Hein. Il y a des mesures qui ont été prises dans le rugby. On se rend compte que c'est non seulement préjudiciable, c'est injuste, mais même c'est dangereux. Pour les sports de combat, ça paraît tout à fait clair que les femmes prennent des risques de fractures quand elles se battent avec
des femmes trans, enfin des... Oui, ben ça devient très gênant d'ailleurs de trouver la manière d'aborder ces gens en transition. On ne sait pas trop comment les nommer. On ne sait pas comment les nommer, puis c'est pas toujours les mêmes phénomènes, parce que un garçon qui aurait commencé sa transition avant la puberté à 10 ans, 12 ans, et qui n'aurait donc pas eu l'apport de testostérone, pourrait en effet avoir un physique féminin, et s'il a fait une transition et qu'il a changé de sexe au sens réassignation sexuelle comme on disait au XXe siècle, pourquoi pas? Mais on a aussi des femmes trans qui ont des larges épaules, une barbe et un pénis féminin, disent-elles. Donc bon, qu'est-ce qu'il y a sous le mot trans? C'est tellement varié que c'est difficile de prendre des mesures. Oui, dans les relations humaines, c'est pas toujours évident. Et dans les relations humaines, c'est pas évident. Quand j'ai quitté Québec pour venir à Paris, j'apprenais, mais c'est comme ça depuis quelque temps déjà, que dans la nouvelle édition du dictionnaire Robert, on retrouvait le YEL. Le pronom YEL, ouais. Le pronom YEL. Alors, je rebondis sur la question que je vous ai posée. Vous êtes toujours d'accord pour dire que le phénomène sera assez bref, mais comment on explique au dictionnaire, là, maintenant, on consacre à travers des mots comme ceux-là un phénomène qui, s'il disparaît rapidement, il va sortir vite du dictionnaire, non? La France était en retard. La France est toujours un peu contre-cyclique. Alors, elle était en retard. Et donc, maintenant, on court derrière. Et donc, vous avez des journalistes de radio, des gens qui font les dictionnaires, qui essayent vraiment de rattraper et d'être aussi en avance que les Américains. Mais en Europe, on voit le tournant. La clinique Tavistock doit fermer en avril prochain. Ça, c'est... OK. Donc, le gouvernement a décidé, après une enquête indépendante, qu'il n'y avait rien à faire. On ne pouvait pas modifier, il fallait fermer cette clinique qui était la grande clinique de genre. Vous savez que des mesures identiques ont été prises en Suède, où le grand hôpital de Stockholm a décidé qu'on arrêtait le traitement qui s'appelle le protocole hollandais. Bon, les Hollandais continuent, mais c'est terminé en Finlande, c'est terminé en Suède. Donc on voit le reflux. On voit déjà au niveau médical. Et au niveau médical, ça se comprend parce que les risques de ces bloqueurs de puberté commencent à être mieux connus sur l'ostéoporose. Il y a même des doutes sur la baisse de QI. Il y a des doutes sur la capacité d'orgasme. Oui, il semble que quand on le fait tôt, vers 12 ans, les garçons qui deviennent filles n'auront pas l'expérience de l'orgasme. C'est quand même ça va être, une chose ça peut être long dans une existence quand même. Donc bon, sur le plan médical, de plus en plus, c'est difficile, on n'a pas beaucoup de cohortes, et puis les activistes qui tenaient ces cliniques ne tiennent pas forcément à nous donner les chiffres, ils disent que ils n'ont pas revu les patients, mais on commence à avoir des forts soupçons que ce qui était présenté comme le bouton pause, alors on évite la puberté, on met sur pause et on verra après, n'est pas du tout une pause, mais quelque chose qui a des effets à long terme. Donc je crois que sur le plan médical, les scandales commencent à arriver, mais sur le plan sociétal, ça prendra un peu plus de temps en France, puisque la France était en retard, mais je crois que ça viendra aussi. Remarquez qu'en Amérique, de notre côté de l'Atlantique, le phénomène est encore en expansion. C'est vrai. On ne sent pas, pour l'instant, on ne sent pas le retrait. Et puis, je pense, entre autres, et vous me corrigerez si je me trompe, là, que vous avez bien distingué dans votre livre la question de la transsexualité, puis de la transidentité, où on peut décider simplement de façon virtuelle, là, de dire « je suis homme » le matin, et puis femme l'après-midi, puis je redeviens homme à l'heure de la vaisselle. Là, alors, c'est les gender fluids, ça. C'est ça, oui. C'est vraiment une idée dénaturée de la liberté. C'est vraiment une idée de la liberté devenue folle, pour reprendre les expressions d'Einstein. C'est-à-dire, tout ce que je veux doit faire loi.
et mon identité n'appartient qu'à moi, comme si l'identité n'était pas une interaction entre vous et les autres. C'est-à-dire que vous avez une idée de vous-même, mais vous la négociez avec des gens en face qui la reçoivent ou la trouvent ridicule ou éclatent de rire ou s'y opposent. Donc c'est toujours quand même en interaction avec le monde humain qu'on est soi. On ne peut pas être... Le solipsisme est un tort en philosophie, ça ne marche pas. Donc, cette folie solipsiste, je décide mon genre absolument indépendamment non seulement de la famille, mais de l'ensemble de l'humanité, je ne pense pas que ça puisse tenir longtemps parce que c'est une absurdité. Oui, mais c'est quand même plus commode que d'hypothéquer son corps. Alors, on verra bien. Parce que je vois, moi, en Amérique, en tout cas au Québec, de plus en plus, des gens qui portent quelques signes, des garçons qui vont mettre des boucles d'oreilles, ça se fait déjà, mais avec une posture plus féminine, qui vont porter des robes et tout. Donc, il n'y a pas une grosse hypothèque sur les transformations physiques. Alors, on peut jouer le coup plus longtemps. Mais les transformations physiques, ça m'a amené à un autre point, puisque vous y avez réfléchi aussi. Qu'en est-il des régressions, du retour au sexe initial? C'est un phénomène qui... c'est un phénomène très douloureux. Très douloureux, c'est ça, je présume. Ouais. La détransition est un phénomène très douloureux. Enfin, ça dépend... La détransition, pardon, c'est le bon terme. Ça dépend jusqu'où... oui, il y a une différence entre désister et détransitionner. Désister, c'est ceux qui ont eu l'idée de devenir trans, mais qui n'ont rien fait, ils n'ont pas pris d'hormones, ils n'ont pas fait de chirurgie. Et ceux qui détransitionnent, ceux qui s'étaient engagés dans une transformation médicale et qui font machine arrière. Alors pour ce qui est des femmes, évidemment le plus terrible, c'est la stérilité, puisque c'est quelque chose qui, dans les transitions précoces, n'a aucun sens. Je veux dire, une petite fille de 13 ans, 14 ans qui veut des bloqueurs de puberté ne pense pas du tout à son avenir maternel. Elle pense à son malaise, elle pense qu'elle fera cesser son malaise de cette façon-là, mais la perspective de l'enfant est vraiment très loin. Et donc on retrouve vers 24 ans des femmes qui détransitionnent et qui, on les voit sur Internet, sur YouTube, regrettent amèrement bien de ne plus avoir de poitrine pour allaiter ou de ne plus pouvoir du tout si elles ont fait la chirurgie du bas, comme elles disent. Donc si elles ont fait une hystérectomie, il y a là quelque chose irréversible. Tragique. Mais vous avez des stérilités à partir simplement de changements hormonaux. Oui, c'est ça. Irréversible? C'est vraiment aléatoire, puisqu'on voit des hommes trans qui ont des enfants, ça veut dire qu'ils ont cette apparence avec la barbe et tout, oui, c'est ça. Mais qu'ils ont gardé leur stérilité. Ils ne sont pas encore stériles. Okay, ouais. Donc, à quel moment ça coince, on ne sait pas. Mais enfin, il semble bien que se bourrer de testostérone, ce soit pas bon pour la fertilité. Voilà. Et comme les cliniques ferment, donc les retours au sexe initial et la possibilité de changer de sexe, ça devient... Il y a moins de possibilités de passer à l'acte, en fait. Quand les cliniques ferment, il y a... Vous voulez dire en Grande-Bretagne? Oui, mais est-ce que... Ou en Suède? Ouais, c'est un phénomène qui s'étend, vous pensez, ou... qui va s'étendre, pardon? Je pense que... Il y a dans la vieille Europe, en Grande-Bretagne, en Suède, en Finlande, une inquiétude sur les transitions précoces. C'est-à-dire qu'on commence à se dire que les changements de genre, d'ailleurs même sociaux, même le changement de prénom et de pronom, les gens sont bien sûr libres de changer, de faire les opérations qu'ils veulent une fois qu'ils sont majeurs, mais toute intervention précoce devient expérimentale. C'est-à-dire qu'en Suède, c'est toujours possible avec un comité d'éthique qui doit donner son aval. Ça peut plus être le traitement standard. Alors qu'avant, c'était vraiment le traitement standard que ce protocole hollandais. Donc, il y a de plus en plus de restrictions et je crois que c'est extrêmement sain parce que c'est pas parce qu'un enfant
réclament avec force, de manière répétée, un désir qu'il faut céder. Absolument. Et là, en France, pour l'instant, nous sommes avec la circulaire Blanquer et le dernier avis du Conseil d'État qui a permis que le Conseil d'État vient de donner la possibilité que les élèves changent de prénom et de pronom comme ils le désirent. Et ça, je crois que c'est quand même pas leur rendre service. Il faudrait mieux laisser ces décisions à plus tard. Parce que tant que le cerveau n'est pas formé, tant que tout ça est encore en construction, on ne peut pas avoir un avis... Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a dans la psychogénèse, là, il y a des moments où si on introduit ce genre de possibilités à des moments précis dans l'évolution, la maturation de l'évolution d'un enfant, on risque de créer des perturbations plus que ce que c'était à mon époque. Si je me rappelle, quand j'étais adolescent, c'est pas le genre de questions auxquelles on était confrontés. La question n'existait pas. Il y a deux problèmes. D'une part, quand ce sont vraiment des enfants, et c'est évidemment des enfants malheureux, parce que sinon on n'irait pas voir des psychiatres et rien ne se mettrait en branle. Mais si vous avez des enfants qui ont des difficultés, une dysphorie, si tous les adultes commencent à appeler Caroline un petit Jean-Pierre, pour l'enfant, quand même la vie de l'adulte et de tous les adultes réunis, c'est une vérité. Absolument. Ben ouais. Ce qui fait qu'arriver au moment de la puberté, quand tout va tourner dans son corps pour qu'il devienne vraiment Jean-Pierre, il ne peut pas le supporter. Donc on rend les choses... On croit que le changement social, ce n'est pas important, ce qui est grave, c'est les médicaments. Non, le changement social, c'est une autorité terrible qu'on fait peser sur l'enfant. Tu es vraiment une fille, pas de problème. Si, il y a des problèmes et on lui en crée pour l'avenir. Donc, je crois qu'il faut être très vigilant pour ne pas tout accepter. Pourquoi ? Parce que nous savons maintenant que une très grande majorité, probablement 80% de ces enfants dysphoriques se retrouvent après l'adolescence homosexuels. Donc, d'accord, 20% persistent dans la dysphorie de genre et seront trans et auront une vie sans doute moins inconfortable en changeant d'identité, mais 80%, il ne faut pas y toucher parce que ce sont simplement des gays et des lesbiennes qui ne comprennent pas ce qu'ils sont, qui ne s'assument pas, qui sont mal dans leur peau avant de comprendre que c'est un problème d'orientation et pas un problème d'identité. Donc, on leur rend un très mauvais service en les envoyant dans des médications à vie. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs une illustration, comme à bien d'autres égards, d'une exception dont on va faire une règle? Oui, là-dessus on a des certitudes scientifiques puisqu'on a des cohortes d'enfants dysphoriques du XXe siècle quand il n'y avait pas encore de traitement possible, quand il n'y avait pas encore ces fameux Lupron, là, le bloqueur de puberté. Donc on sait que la très grande majorité deviennent ensuite, de manière très assurée, un homme gay ou une femme lesbienne sans avoir besoin de transition. Donc les engager dans ces processus est une perfidie. C'est ça, mais justement parce que moi je pense qu'il y a raison de souligner qu'il y a certainement des cas où il y a un vrai malaise, tout à fait, mais ça reste toujours marginal quand même en termes de... Marginal, c'est ça, donc bien sûr. Si ça devient le modèle qu'on cherche à imposer à tout le monde, ou je pense que vous aviez écrit, de mémoire, là, ces gens-là, les transgenres, à la faveur souvent des mannequins dans certaines, deviennent un peu les stars du moment. Ça a un effet attractif. Il y a une starisation évidente. Mais pourquoi ? Parce que c'est les héros de la liberté. C'est ça, Ils décident tout. Si on fait le parallèle avec l'euthanasie dont vous parliez tout à l'heure, c'est pareil. C'est une hystérisation de la liberté. Je décide ma mort, je décide mon sexe. Je ne suis que liberté. La nature, c'est une espèce de matière, une espèce de dépouille dont je fais ce que je veux. Bon, oui, alors pour ça, ils sont starisés comme héros de la liberté. Pour les femmes trans, il y a autre chose, il y a toute une part du féminisme qui est happée par cette idée de la victime absolue. Parce qu'elles
les femmes sont des victimes du viol, de harcèlement, de gna. Et elles sont en plus, elles sont victimes à un degré de plus, puisque elles sont victimes des femmes qui ne les reconnaissent pas comme des femmes. Donc voilà, elles cochent toutes les cases, elles sont... il faut absolument prendre leur défense. Et en France, le mouvement féministe s'est vraiment cassé, s'est scindé sur cette question. En particulier le mouvement des colleuses. Colleuses. C'est des filles qui affichaient des papiers dans les rues la nuit, marquant le nombre de féminicides. Alors il y a déjà 122 femmes qui sont mortes sur les coups de son compagnon, etc. Bon. Et donc l'objectif, c'était les femmes qui sont tuées par un mari ou par un compagnon jaloux ou refusant d'être quittées. Hein, c'était vraiment ce qui se joue dans le privé. Or, il y a eu un cas tragique d'une femme trans prostituée au bois de Boulogne qui a... Son client était victime d'une attaque par des malfrats qui voulaient le dépouiller. Elle s'est interposée et elle a été tuée par balle par ces mafieux. Les colleuses, là, se sont séparées en deux, puisqu'il y avait des qui disaient... Voilà, on va dire maintenant, on a 123 femmes qui sont mortes. Mais non, c'est pas une femme, c'est une situation complètement différente. C'est héroïque de sa part, mais c'est pas comme ces histoires privées où un mari jaloux vous met à mort. Donc là-dessus, entre la fondatrice qui s'appelle Marguerite Stern de ce mouvement des colleuses et qui, elle, n'a pas voulu inclure cette prostituée trans et les autres, il y a eu une rupture très violente. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. Je voulais vous demander aussi par rapport au mouvement féministe, le féminisme à l'heure actuelle, à travers tout ça, comment ça évolue? Eh bien là, c'est une division de plus du féminisme. Il était déjà divisé c'est ça? Sur plein de questions, sur la prostitution, est-ce qu'il faut l'interdire ou est-ce que... Alors on est abolitionniste ou au contraire, on dit il y a des femmes qui se prostituent librement et sans souteneur et il faut être libéral et les laisser vivre. Est-ce que... Alors, sur pratiquement tous les sujets, l'unité, vous l'avez sur l'avortement. Il n'y a aucun doute possible sur la loi Veil en France, la défense de la loi Veil, mais à part sur l'avortement et sur l'égalité salariale, travail égal, égal, on a l'impression que vous avez une division sur est-ce que vous avez des féministes comme Elisabeth Badinter qui sont d'accord avec la gestation pour autrui, et vous avez une très large part du mouvement féministe qui dit que c'est une instrumentalisation du corps des femmes et que c'est mal. Donc, vous voyez, on trouve vraiment très... Une chose et son contraire. Hein? Une chose et son contraire, oui. Ah, oui. Le mouvement a toujours été divisé, en fait. Hein, c'est pas une nouveauté du 21e siècle. Il a déjà été plus polarisé ou ça a toujours été au début, j'imagine, il y avait plus de consensus quant à la cause première? Là, non, il y avait un consensus pour les procès de viol qui étaient souvent disqualifiés en coups et blessures. Et donc, on voulait la pénalisation du viol. Donc ça, c'est autour de Gisèle Halimi que ces procès ont été très médiatisés. Et puis, il y avait des causes comme avortement, contraception, qui faisaient l'unanimité. Mais le mouvement, dans les années 70, était coupé en deux, vraiment coupé en deux, entre les universalistes qui étaient les héritières de Simone de Beauvoir, qui disaient que les femmes voulaient être égales en tant que sujet, et point, et les différentialistes, comme on disait à l'époque, qui voulaient se réapproprier l'identité féminine, le corps féminin, les seins, le lait, le sang menstruel, enfin tout ce qui est fait la différence du corps féminin et du corps masculin, et voir
une marque du féminin partout, qui était une marque qui aurait été occultée par la société virile qui ne voulait pas faire sa place aux femmes. Alors ça, c'est une tendance qui était très liée à la psychanalyse, et ce groupe s'appelait Psy-Kepo, pour psychanalyse et politique, et donc accentuait les différences et parlait d'une écriture de femme, on mettait donc des humeurs de femmes un peu partout, de manière qui pouvait être un peu comique, mais moi j'étais plutôt pour les universalistes. J'aurais cru, mais bon, mais c'est bien que vous le disiez. Parlant d'écriture, vous avez été professeur de français quand même. Comment vous voyez l'écriture épicène? Ça fait partie du phénomène. Vous savez ce que c'est, hein? Nous, on appelle ça comme ça. Là, bien sûr, oui, non, mais c'est le même mot. Hein. Mon prénom, Claude, est un prénom épicène. Voilà, oui. L'écriture, ce qu'on appelle en français... Enfin, ce qu'on appelle l'écriture inclusive, nous. Oui, aussi on le dit. Oui. C'est-à-dire avec des points médians et E-S, voilà. Est quelque chose que je trouve extraordinairement toxique, parce que ça fait une différence entre ce que vous lisez et ce que vous articulez. Vous lisez le boulanger, point E, et donc vous devez lire le boulanger et la boulangère, mais c'est télégraphié. Ce que vous lisez ne correspond pas. Alors, il me semble qu'il y a déjà un tel affaissement du français et une telle difficulté de lecture. Les élèves arrivent en 6e avec un tiers qui ne savent pas lire et beaucoup qui annonnent et qui sont dans un niveau de langue effarant. Alors, rajouter cette difficulté, j'ai déjà vu d'ailleurs des fautes d'écriture inclusive où ils mettaient des E sur des verbes. Enfin, on se dit, ils n'ont déjà pas la notion de ce qu'est un verbe et un nom, et on leur rajoute... C'est absurde. Chez nous, en Amérique, la pression est très, très forte dans les milieux de travail, même dans les écoles, où on nous suggère, on ne l'impose pas heureusement, mais d'être au goût du jour et d'écrire de façon épicène, de façon inclusive. Alors, je rattache ça à la question de tout à l'heure. C'est un peu le contraire. En France, c'est le contraire. Les autorités, Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, Blanquer, quand il était à l'Éducation nationale, refusent et disent non. Bien. Par ailleurs, les présidents d'université, eux, font leur communication en... OK, bon, c'est comme chez nous, alors. Nous, le ministère de l'Éducation se mouille pas trop, mais dans les universités, les collèges et tout, on reçoit des avis comme quoi il faudrait s'y mettre. Et pourquoi les femmes, soudain, se sentiraient minorées par ces problèmes d'accord, je ne comprends pas. Alain Finkielkraut donnait l'exemple de la personne. Quand on dit une personne, tous les accords se font féminins. Est-ce qu'un homme se sent indisposé, altéré par cet accord? Bien sûr que non. Alors la phrase le masculin l'emporte sur le féminin, enfin bon, moi je crois que ça serait une chose très grave du point de vue de la littérature, parce que vous coupez toutes les expressions du XXIe siècle des siècles précédents, parce que Racine, vous ne pouvez pas l'écrire en écriture inclusive. Non. Un alexandrin, c'est à 12 syllabes. Donc si vous rajoutez le vainqueur et la vainqueuse, vous n'aurez plus 12 syllabes. Donc toute la littérature du passé devient une espèce d'autre langue, deviendrait, si on adopte cette... et on repousserait tout ce massif-là dans le temps de l'injustice, le temps de l'iniquité dont nous serions sortis, visiblement, quoi. Oui, matériellement. Matériellement, on serait autre que ces gens-là. Et franchement, l'idée de perdre l'accès immédiat à la littérature, pour moi, c'est vraiment scier la branche sur laquelle on est assis. Oui, absolument. C'est très grave de se couper de notre passé, de la beauté du passé. Donc, vraiment, je trouve que c'est faire un mauvais sort à la langue française. Je pense que l'anglais en souffre moins, puisque... Ils ont pas le problème des genres. Des genres grammatiques. Donc, c'est le français qui trinquerait. Je trouve que Éliane Viennot, qui a introduit cette folie,
et très coupable. Oui, bien. Mais enfin, je reliais ça à la petite réflexion de tout à l'heure. Des fois, je me demande si c'est pas un signe d'une certaine permanence de toutes ces théories, celles du genre et tout, là, de l'inclusion, qui indiquent plus que ça va rester, que ça risque de disparaître. Enfin, j'ai bien compris, là, pour ce qui est des transformations du corps, la réalité va rattraper peut-être plus vite, on l'espère. Je pense. Mais il y a quand même un lien avec toute l'ambiance dont le langage épicène fait partie. J'ai vu une amie récemment qui me disait qu'elle avait accepté de passer à l'écriture inclusive pour un groupe politique dont elle s'occupe, un groupe qui s'occupe de migrants, et elle m'a dit, on est passé à l'écriture inclusive. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, c'est illisible, mais... Au moins l'admis. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, parce que ceux qui s'y opposaient, et vraiment c'était des réactionnaires que je supporte pas, donc... Et c'est ça, c'est l'idée d'une société en mouvement où il faut être du bon côté, il faut être avec le progrès contre la réaction, et ces gens-là qui veulent pas, ils sont suspects d'avoir des idées. Donc, c'est le parti du mouvement. Et ça me paraît totalement incohérent. Alors là, pour le coup, moi, je suis très conservatrice pour la langue. Et je crois qu'on a tous à y perdre. Le français souffre assez en ce moment. Il ne faut pas rajouter une couche, comme on dit chez nous. Il ne faut pas en rajouter. Oui, tout à fait. Vous avez bien raison. Écoutez, notre entretien, tranquillement, tire vers sa fin. À la fin des entretiens, je reprends 3 questions que le professeur Alan Bloom, que vous connaissez, de Chicago, posait à ses étudiants. Je ne sais pas si vous saviez ça. Quand il enseignait à Chicago, il demandait aux étudiants 3 choses. Alors, je vous pose les questions une après l'autre. Première chose, Claude Habib est sur une île déserte jusqu'à la fin de ses jours. C'est pas Jojo, mais pour vous tenir compagnie, vous avez droit à un livre et un seul. Alors, vous comprenez le contexte. Quel est ce livre et pourquoi? Oh, un seul livre? Un seul. Écoutez, à votre décharge, il y en a qui ont triché, là, mais... Oui, je me dis, je vais prendre les œuvres complètes de Rousseau, et comme ça... L'idée de Bloom, j'ai bien compris à l'époque, c'était de dire, comme il était professeur, quel est ce livre qui assure la meilleure des permanences alors qu'on... Qu'est-ce que vous répondez, vous? Vous n'avez pas le droit de faire ça, là. Écoutez, je suis obligé de tricher. Mais c'est sûr que je répondrais la Bible, puisque je suis catholique, mais pas seulement ça, c'est qu'il y a tellement de choses là-dedans que ça serait sûrement le choix numéro 1. Mais j'ai un choix numéro 2, c'est les Confessions de Saint-Augustin, parce que quand j'ai commencé à enseigner, je les ai fait lire à mes étudiants. Alors, je les ai d'abord lus moi-même, c'est ce qui m'a donné l'envie d'aller en philo. Puis après, j'ai commencé à les enseigner, puis à me rendre compte, les années passant, que 40 ans après, quand je les relisais, je me disais, mais j'avais jamais rien compris du début, du millionième, du début, la première fois que je les ai lus, là. Donc, je pouvais comprendre que c'est quelque chose que je pouvais approfondir de fois en fois. J'aurais d'autres choix, mais je ne tricherais pas plus qu'un. Bon, mais moi, je ne peux pas répondre. Là, je passe mon tour parce que ce qui m'intéresse, c'est le livre que je n'ai pas lu. Donc, il ne faut pas savoir si... Donc, voilà, c'est le prochain. OK, ben, c'est bien. C'est bien. L'autre question de Bloom, c'est un film. Ça, vous en avez vu, des films, là? Vous ne pouvez pas répondre celui qui va venir. Vous ne l'avez pas vu, puis il n'est pas produit encore. Mais si vous aviez un seul film à recommander à quelqu'un, dans tous les films que vous avez vus, Bloom pensait que le cinéma, c'est un véhicule extraordinaire de la culture. Peut-être aujourd'hui, il faudrait parler plus d'Internet, mais moi, je continue le film. Lequel ce serait? Je sais pas. Rashomon. Que je ne connais pas. Expliquez. Rashomon, c'est juste un jeu, hein, Rashomon. C'est un jeu. C'est un film de Kurosawa, qui est donc un film très amusant, parce qu'il y a eu un meurtre, peut-être un meurtre et un viol, et donc il y a une interrogation de tous les parties, victimes, même le mort prend la parole à la fin. Et, oui. Vous savez, comme dans les films japonais, avec sa voix. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression à chaque fois qu'on approche de la vérité, et en fait, il y a quelque chose qui fait que ça ne coïncide pas, et qu'on ne peut pas savoir
On peut pas dire un tel a raison et... C'est comme un puzzle que les morceaux rentrent pas dedans bien au début. C'est un puzzle qui ne marche pas. C'est un beau film, c'est celui auquel je pense, mais je le reverrai pas sur mon île déserte tous les soirs. En fait, le film, il n'y a pas le contexte nécessairement de l'île déserte. Là. Ça, c'était pour le livre. Le film, c'est un film à suggérer, mais un seul. Et voilà. Oui, j'aurais aussi pu dire Ran, du même Kurosawa. Il y a une réflexion sur le double qui m'avait fascinée. Mais je ne sais pas pourquoi je... Bon, ça va. Et puis la dernière question, c'est un modèle, une figure inspirante, réelle ou fictive, la figure qui vous inspire le plus. Ça veut dire que c'est préférable une figure qui est connue pour que les autres comprennent. C'est sûr que si vous parlez de votre frère, bien, c'est tout à fait correct, sauf que personne ne le connaît. Donc, Bloom, moi, quand les étudiants me répondaient ça, je disais, oui, OK, décris-moi un peu de qui il s'agit. Mais en général, c'est plus une figure connue, encore une fois réelle ou fictive, un grand écrivain ou un héros de bande dessinée, peu importe. Stevenson. Oui, pourquoi? Alors là, c'est un héros de la liberté, il n'y a pas de doute. Il a une vie avec un voilier, parce que c'est une figure morale, une figure très morale. Simon Leys raconte une histoire où il défend un prêtre catholique, alors que lui n'est pas catholique, qui se fait attaquer alors qu'il vit dans une léproserie, et il se fait attaquer pour avoir eu des relations sexuelles avec une lépreuse par des pasteurs bien pensants. Et il y a une réaction d'une noblesse sur cet homme a dévoué toute sa vie dans des conditions que vous n'imaginez pas, et vous allez lui chercher l'époux. C'est absolument sublime, moralement. Il est moralement absolument remarquable. Je suis allée sur sa tombe, à Chamois, qui m'a bouleversée. Je trouve que voilà, c'est une vie aventureuse, avec une générosité dans ses avis littéraires, avec une inspiration. Voilà, c'est un modèle que je trouve merveilleux. Oui, un très bon choix. Merci de le partager. Alors écoutez, Claude Habib, je vous remercie de vous être prêté au jeu et d'avoir accepté ce moment de conversation. Alors, on aura, j'espère, une autre occasion un de ces jours, mais en attendant, je vous remercie beaucoup. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100% indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don. Qu'est-ce que Jésus, les multivers, le Seigneur des Anneaux et les couches de bébés recyclables ont en commun? Ils se retrouvent tous au balado On n'est pas du monde. Animé par l'équipe du Verbe Média, chaque épisode conjugue foi chrétienne et culture contemporaine avec intelligence et humour. Abonnez-vous dès maintenant au balado et suivez-nous sur YouTube.